We live inside a dream. Nous vivons à l'intérieur d'un rêve. L'État moderne est ce rêve. L'État comme mode d'organisation politique centralisée, source unique d'autorité légitime et objet exclusif de dévouement. Nous vivons à l'intérieur d'un rêve. Mais si nous vivons à l'intérieur d'un rêve, qui est le rêveur? Un bon suspect serait Armand-Jean Duplessis, le cardinal de Richelieu, une sorte de savant fou, un docteur Frankenstein avant l'heure qui, face aux conséquences carnavalesques horrifiques des guerres de religion, l'apparition des régicides au nom de Dieu et la mise à mort des rois de Carême, a mis au point un monstre en vue de maintenir l'ordre. Le dévouement inconditionnel à l'État est ce monstre à qui le cardinal a donné vie pour protéger son idée de la France. Et le monstre lui a survécu. Richelieu a fait un rêve et nous vivons à l'intérieur de celui-ci. Nous vivons même dans sa religion. Son dieu blafard à masque blême a pour nom politique. Et comme l'avait vu visionnaire Jules Michelet, ce dieu est apparu un peu avant, au milieu des massacres de la Saint-Barthélemy. Il s'est révélé au milieu d'une guerre de religion dont les appartenances, catholiques, protestants, ne sont plus que des apparences. Les masques du carnaval des puissants. Et cette apparition implique à la fois la possibilité du régicide au nom de Dieu et la nécessité, pour s'en prémunir, de fabriquer un nouveau monstre à 3 têtes. Le Dieu politique, son fils le monarque absolu et leur Saint-Esprit, l'État. De cette trinité découle une nouvelle organisation du pays. Une concentration des pouvoirs qui implique l'affaiblissement, voire la destruction de ses contrepoids traditionnels. La diminution de l'influence des magistrats d'un côté, des seigneurs de l'autre. Enfin, la nécessité de maintenir fermement le tiers-État dans la pauvreté. 1630, 1633, 1636, 1639, 1640, 1641, le règne de Richelieu, impitoyable au niveau fiscal, connaît un nombre considérable de révoltes de pauvres. Mais cela n'a aucune importance. Au contraire. Tant qu'on peut les contenir ou les mater, le mécontentement des pauvres est un facteur de stabilité. Écoutez bien. Tous les politiques, écrit Richelieu, sont d'accord que si les peuples étaient trop à leur aise, il serait impossible de les contenir dans les règles de leur devoir. Vous avez compris? C'est un point très important. On doit toujours s'en souvenir. L'appauvrissement de la population ne naît pas d'une contrainte économique, mais d'une décision politique. C'est le secret de Polichinelle de toutes les politiques d'austérité. Elles ne naissent pas d'une nécessité économique. Elles sont là pour nous tenir en servitude. Le roi pour qui Richelieu a créé sa machine, Louis XIII, n'est pas le candidat idéal pour incarner son rêve. Et il n'aime pas la reine, sa femme, Anne d'Autriche. Richelieu va devoir batailler ferme pour produire son divin enfant. Celui-ci, né en 1638, 23 ans après le mariage de ses 2 parents, sera son chef-d'œuvre. La créature est un certain Dieudonné, mais que vous connaissez sous le nom de Louis XIV. Richelieu meurt en 1642, Louis XIII en 1643. Dieudonné n'a que 5 ans. Commence alors le temps de la régence. Le pouvoir est assuré par Anne d'Autriche, la reine-mère, et elle s'appuie sur son ministre, le cardinal Giulio Mazzarini, un évêque sicilien dont le nom est francisé en Mazarin et qui reprend le poste de Richelieu. Vous voyez le gag? Le monstre de Richelieu est alors amputé d'un de ses 3 pieds. Tout repose sur la personne du roi, mais grand malheur, de roi, il n'y en a pas. Vont alors se dresser à la fois le peuple qui crève de faim, les magistrats du Parlement de Paris et les seigneurs qui se sont trouvés lésés par cette nouvelle modalité du pouvoir. Ça va être la Fronde, une histoire très drôle et un peu triste. Une histoire très importante pour la suite surtout, même si on a cessé d'en minimiser la portée. Mais également une histoire tortueuse, labyrinthique,
compliquée. Je vous promets de faire l'impossible pour essayer de vous l'expliquer simplement. Au centre de celle-ci va surgir un type qu'on n'attendait pas et qui va être un extraordinaire artisan de la bordélisation du pays. Un prêtre, le coadjuteur de Paris, c'est-à-dire l'évêque auxiliaire, un certain Paul de Gondi, que vous connaissez sous le nom du cardinal de Ray, le maître du chaos. Je m'appelle Paco Mtielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de l'histoire de ce morceau de planète que nous continuons à appeler de façon somnambulique la France. Cette exégèse ne prétend pas plus à l'exhaustivité qu'à l'objectivité, elle est simplement la forme donnée à la réflexion concernant ce que j'ai trouvé en voyageant dans le passé pour comprendre notre présent. Pour cet épisode, j'ai reçu à nouveau l'aide de l'historien Raphaël Carbone. Alors, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Bitch don't kill my vibe. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin, saison 2, épisode 3, la fronde contre Frankenstein. Jean-François Paul de Gondi est né au château de Montmirail en Brie le 20 septembre 1613. Il est le dernier des 3 fils de Philippe-Emmanuel de Gondi, lui-même 3e fils du maréchal Albert de Gondi, un Florentin arrivé en France avec Catherine de Médicis. C'est le cadet de la branche cadette d'un grand nom de l'histoire récente. Les Gondi sont riches. Le jeune Paul de Gondi rêve de gloire militaire, mais la mort accidentelle d'un de ses frères le condamne à devenir homme d'église, son cauchemar. On ne lui demande pas son avis. Malgré lui, et bien qu'il ait, selon ses dires, l'âme peut-être la moins ecclésiastique qui fut dans l'univers, Paul de Gondi sera connu dans l'histoire littéraire, et même dans l'histoire tout court, pour ses mémoires, et sous son titre religieux, celui du cardinal de Ray. Son opposition principale à cette vocation forcée, c'est le vœu de célibat. Tant pis, il aura des maîtresses, et il ne s'en cachera pas. Ami des écrivains, en particulier le plus célèbre auteur comique de son temps, comment s'appelle-t-il déjà? Il n'aime pas non plus la bigoterie, même s'il respecte la véritable piété. Ray a un esprit politique, littéraire et surtout rebelle, ludique, aventureux. Ce qu'il aime plus que tout, ce à quoi il excelle, c'est la sédition. Talleyrand d'Héréo, qu'il a bien connu, le décrit ainsi. Un petit homme noir qui ne voit que de fort près, mal fait, laid et maladroit de ses mains à toute chose. Il est malpropre naturellement et surtout à manger. Il est aussi rêveur, de sorte qu'à table, par malice, on lui mettait une tête de perdrix sur son assiette, il la portait à la bouche sans y regarder et mettait les dents dedans. Il est enclin à l'amour, il a la galanterie en tête et veut faire du bruit. Alors qu'il n'a que 18 ans, il écrit une chronique italienne historique, La Conjuration de Jean-Louis de Fieschi. C'est le complot d'un homme du XVIe siècle contre la dictature de Gênes, dominée par le tyran Andrea Doria. Fieschi a soulevé les mécontents et manqué de triompher quand, dans la nuit du 2 au 3 janvier 1547, il est tombé dans l'eau. Il s'est noyé. Sa mort sera suivie d'une répression cruelle d'où la dictature de Doria sortira, hélas, renforcée. Le livre de Ray circule. Un homme de lettres le montre à Richelieu. Richelieu, qu'il parcourt, s'exclame alors « Voilà un dangereux esprit ». Le cardinal Frankenstein ne s'est pas trompé. C'est lui qui est visé par Ray à travers Doria. Richelieu, qui selon Ray, voulait être maître partout et en toutes choses, forma la plus scandaleuse et la plus dangereuse des tyrannies qui ait peut-être jamais asservi un État. Richelieu est pour Ray un paroxysme dont souffre le pays, à savoir la concentration des pouvoirs par le roi et son ministre, et sa conséquence, le privilège donné exclusivement à la force sur la justice pour maintenir l'ordre. Ray y voit les signes de la fin de la monarchie française, une fin analogue à celle de l'Empire romain. Je cite Ray. L'Empire romain mis à l'encan marque, par des caractères bien sanglants, l'aveuglement de ceux qui ne font consister l'autorité que dans la force. Hélas, et Richelieu en est la preuve, ceux qui ne font consister l'autorité que dans la force n'ont pas vraiment été mis à l'encan.
Ils ont juste changé de forme pour perdurer dans le temps. L'Empire n'a jamais pris fin. Ré veut mettre sa littérature en pratique. Étudiant, il participe à un premier complot contre Richelieu. Dans ce complot, le chef est son cousin, un certain La Rochepot. La Rochepot confie à Ré l'assassinat de Richelieu. Ré est d'accord. Dans ses mémoires, il précise que Richelieu courtisait alors une femme dont il était l'amant depuis quelques semaines. Commentaire atterré de son biographe Pierre-Georges Loris. En cela, sa première insurrection annonce déjà la Fronde, dont l'une des principales caractéristiques sera cette déplorable influence de l'amour sur la politique. Au moment de passer à l'acte, il peut pas. Ré est incapable de tuer. C'est ballot. Aussitôt que je me vis sur le point de la pratique, je sentis je ne sais quoi qui pouvait être une peur, écrit Ré. Je le pris pour un scrupule. La Rochepot se moqua de moi et il me dit ses propres paroles. Quand vous serez à la guerre, vous n'enlèverez point de quartier de peur d'y assassiner des gens endormis. Ce séditieux a toujours eu horreur non seulement du crime, mais même plus simplement de la violence, commente Loris, encore plus atterré. Cette répugnance est fort importante, car elle expliquera souvent la conduite de Ré et marquera les limites de son action. 2 ans plus tard, Ré participe à un deuxième complot contre Richelieu, le complot du comte de Soissons, un petit cousin du roi. Celui-ci gagne une bataille contre l'armée royale près de Sedan le 6 juillet 1141. Mais il est mystérieusement tué au moment de sa victoire d'un coup de feu en pleine tête, sans qu'on sache s'il avait été victime d'un infiltré ou s'il avait fait partir le coup lui-même. Je citerai. Monsieur le comte est tué dans le moment de sa victoire, et il est tué au milieu des siens, sans qu'il n'y ait jamais eu un seul qui ait pu dire comment sa mort est arrivée. Cela est incroyable, et cela est pourtant vrai. La mort du comte de Soissons met fin à l'insurrection. Mais celle-ci a été pour Ré l'occasion de découvrir son atout principal. Il voit qu'il est capable d'exciter les foules par ses harangues enflammées. À la suite de ce deuxième complot, Ré acquiert une mauvaise réputation. Après la mort de Richelieu, le cardinal Mazarin dit à la reine de s'en méfier. Ce ne serait jamais, si on voulait compter en détail, toutes les impiétés, débauches et méchancetés qu'il a faites. C'est excessif. Débauche, peut-être. Impiété, ça dépend ce qu'on entend par là. Mais on a déjà vu qu'il était incapable de tuer. La méchanceté est une notion relative, soit. En France, la situation financière est alors catastrophique. La France est le pays le plus peuplé d'Europe, 19 millions d'habitants en 1140, et le faible rendement agricole entraîne des années de disette. On ne doit pas s'étonner de voir les révoltes populaires se poursuivre après la mort de Richelieu. De plus, il faut financer la guerre contre l'Espagne des Habsbourg, les héritiers de Jean sans peur, la dernière métamorphose en date de cet interminable conflit commencé au XVe siècle, du temps de la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, et qui avait ensuite pris la forme de la rivalité de François Ier et Charles Quint, et qui toujours recommence. Pour financer la guerre, l'État multiplie les ordonnances, taxant les constructions, les marchandises, les transports, les transactions, la transmission des offices. On racle vraiment le fond du pot. Bingo! What they won't think of next. En janvier 1648, 7 nouveaux édits fiscaux sont soumis à enregistrement auprès du Parlement de Paris. Mais cette fois, le Parlement s'y oppose. Trop, c'est trop. Les magistrats refusent d'enregistrer ces nouveaux impôts et multiplient les manœuvres dilatoires. Anne d'Autriche et Mazarin tiennent alors un lit de justice en présence du petit Dieudonné, 9 ans, porté dans les bras d'un écuyer jusqu'à un espèce de lit de velours fleur-de-lysée qu'on élève à l'angle de la grande chambre. Oui, c'est pour ça qu'on appelait cette coutume grotesque un lit de justice. L'enfant de 9 ans, qui n'y comprend évidemment rien, répète alors les 2 phrases qu'on lui a apprises. « Messieurs, je suis venu pour vous témoigner ma volonté. Mon chancelier vous dira le reste. » Super.
Nous sommes le 15 janvier 1148 et les magistrats n'ont pas d'autre choix que d'enregistrer les fichus impôts. Mais ils réagissent mal. Ils invitent alors les 3 autres cours souveraines à s'unir pour réformer l'État. Ou plus exactement, essayer de retrouver l'équilibre des pouvoirs qui avait précédé les réformes du cardinal de Richelieu. La protestation se traduit par l'arrêt d'union du 13 mai 1648, qui propose que les 4 cours souveraines se réunissent en assemblée constituante au palais de justice. Et le 15 juin 1648, le Parlement de Paris déclare 27 articles qui limitent les pouvoirs du roi, diminuent entre autres d'1/4 le montant de la taille et défendent de créer un impôt nouveau sans leur consentement. C'est alors que surgit Ray, qui transforme sa chaire de coadjuteur de Paris, c'est-à-dire d'évêque auxiliaire, en tribune politique, et sous le prétexte de défendre l'Église contre les exactions fiscales, réclame l'exonération totale du clergé. Succès retentissant, Ray fait même imprimer et distribuer son discours. Mais pourquoi Ray en a-t-il contre la couronne? Pourquoi est-il si méchant? Voltaire, dans le siècle de Louis XIV, ne cache pas son dégoût devant Ray, mais aussi sa surprise devant cette personnalité atypique. Cet homme singulier est le premier évêque de France qui fait une guerre civile sans avoir la religion pour prétexte. C'était un homme qui, du sein de la débauche, et languissant encore des suites infâmes qu'elle entraîne, prêchait le peuple et s'en faisait idolâtrer. Ray a parfois été traité d'ambitieux. Après tout, déjà coadjuteur de Paris, il va bien briguer le chapeau de cardinal. Mais ce n'est pas le pouvoir qu'il recherche. Ainsi, selon Loris, toute son ambition consiste à être le chef de l'opposition et non celui du gouvernement. Il est contre le pouvoir, quel qu'il soit, non pour s'en emparer, mais pour le tenir en échec. C'est vrai. Il a été mieux compris par les situationnistes, dont il va devenir l'un des modèles en mai 68. Ainsi, dans un article, Guy Debord et Gilles Wollman écrivent « L'extraordinaire valeur ludique de sa vie, de cette fronde dont il fut l'inventeur le plus marquant, reste à analyser dans une perspective vraiment moderne. » Enfin, pour de toute autre raison, par Simone Veil, qui écrit « Le sens de toute son action était une tentative désespérée pour détruire l'œuvre de Richelieu. » Simone Veil a raison, mais ça va pas être simple. On va voir pourquoi. La reine-mère, Anne d'Autriche, avait été très aimée du temps de Richelieu. Elle apparaissait comme une victime collatérale de sa politique absolutiste. Mais depuis la mort du cardinal Frankenstein, tous ses soutiens ont été refroidis par la transformation radicale de sa personnalité. L'innocente victime est devenue une autoritariste qui non seulement n'a en rien modifié le monstre que Richelieu a créé, mais n'hésite pas à mentir outrageusement ou à trahir sa parole pour arriver à ses fins. On attribue ce changement de personnalité à l'influence du remplaçant de Richelieu, le cardinal Jules Mazarin. Mazarin. La reine l'adore. On les soupçonne même d'être amants. On ne sait pas. La seule chose certaine, c'est que quand Mazarin sera en exil, Anne d'Autriche ne cessera de lui envoyer des lettres passionnées, auxquelles il répondra avec des formulations flatteuses, mais sinueuses et contournées. Ce n'est pas un problème qu'elle en pince pour son Jules. Le problème, c'est que son Jules est un escroc. Il n'y a pas d'autre mot. Mazarin est un arnaqueur qui s'enrichit avec l'argent de l'État et avec le business de la guerre. Il emploie des prête-noms pour assurer le monopole des subsistances de l'armée et utilise sa place de ministre pour les soustraire des investigations de la justice. De plus, il touche une part importante dans la revente des biens saisis sur les navires ennemis. Comme l'écrit Philippe Mancel, sa fortune, dont le poids échappe encore aux historiens, deviendra aussi vaste en biens numéraires, excluons donc les propriétés foncières, que le total des liquidités dont disposait l'établissement bancaire le plus riche de l'époque, la Banque d'Amsterdam. Oui, Monsieur Mazarin Jules est une espèce de personnage pour une enquête de Mediapart ou de Blast. On est moins des moutons grâce à Blast ou Mediapart. Même s'il ne pouvait pas supporter Richelieu, Ray se sentait impuissant contre lui. Richelieu croyait sincèrement à son monstre. Il l'aimait. Mazarin ne fait qu'en profiter. Tout le monde le voit, et tout le monde déteste Mazarin. Selon Ray, une révolution commence quand les gouvernements, trompés par un calme apparent,
abandonne toute apparence d'honnêteté ou de justice. Je citerai « L'extrémité du mal n'est jamais à son période que quand ceux qui commandent ont perdu la honte, parce que c'est justement le moment dans lequel ceux qui obéissent perdent leur respect. Et c'est dans ce même moment où l'on revient de la léthargie, mais par des convulsions. » Intéressant, hein? Même si les historiens divergent sur cette question, on peut considérer que la Fronde commence maintenant. Le 15 juin 1648. Pourquoi a-t-on appelé cet événement la Fronde? La Fronde est un jouet d'enfant fait de cordes ou de cuir avec lequel on lance des pierres ou des balles. Et un conseiller au Parlement avait dit un jour que celui-ci faisait comme les écoliers qui frondent dans les fossés de Paris, qui se séparent dès qu'ils voient le lieutenant civil et qui se rassemblent dès qu'il ne paraît plus. Retour à l'international. Le 20 août 1148, l'armée royale, dirigée par le prince de Condé, remporte une victoire à Lens sur les Espagnols. Super timing pour la reine, qui profite de l'occasion pour faire diversion. Elle organise, pas des Jeux Olympiques, mais un Te Deum à Notre-Dame en l'honneur de cette victoire. Un Te Deum pendant lequel Anne d'Autriche demande au capitaine des gardes d'arrêter en douce, avec une armée de gardes suisses, les meneurs de la fronde parlementaire. En particulier un certain Pierre Broussel, 73 ans, un magistrat très populaire pour sa simplicité et l'austérité de ses mœurs. La populace l'idolâtrait, écrira Voltaire avec une sorte de mépris. On comptait l'arrêter directement à la sortie de Notre-Dame. Pas de bol, le vieux Broussel est malade. Il a gardé la chambre. Anne décide de le faire arrêter directement chez lui. Hurlement dans les rues, la foule en colère se dresse alors pour s'opposer à cette arrestation. Ray voit de ses yeux l'émeute grandir, grossir. Le soir même, la reine organise alors une réunion exceptionnelle et Ray s'y rend. La vérité, écrit Ray, est que tout ce qui était dans ce cabinet jouait la comédie. Je faisais l'innocent et je ne l'étais pas. Le cardinal faisait l'assuré et il ne l'était pas si fort qu'il le paraissait. Il y eut quelques moments où la reine contrefit la douce. Elle ne fut jamais plus aigre. Ray conseille à la reine de libérer Broussel. Celle-ci répond qu'elle préférerait encore l'étrangler de ses mains. Elle envoie quand même monsieur le coadjuteur dire à la foule que Broussel sera libéré si l'émeute cesse. Il s'exécute, l'émeute cesse, puis Ray retourne voir la reine, qui l'accueille froidement. Il découvre qu'elle a en réalité décidé de ne pas tenir sa parole et de garder Broussel enfermé. Ah ouais! Ok. Alors que Ray s'étonne, Anne d'Autriche lui dit avec mépris de rentrer se coucher. Très bien. Dès le lendemain, Ray est dans la rue. Le mouvement fut comme un incendie subit et violent qui se prit du Pont-Neuf à toute la ville. Tout le monde, sans exception, prit les armes. On voyait des enfants de 5 et 6 ans avec les poignards à la main. On voyait les mères qui les leur apportaient elles-mêmes. Il y eut dans Paris plus de 1200 barricades en moins de 2 heures. Je vis entre autres une lance traînée plutôt que portée par un petit garçon de 8 ou 10 ans qui était assurément de l'ancienne guerre des Anglais. Mais j'y vis encore quelque chose de plus curieux. Monsieur Brissac me fit remarquer un haut col de vermeil doré sur lequel la figure du Jacobin qui tua Henri III était gravée avec cette inscription « Saint-Jacques Clément ». L'émeute est si menaçante que la reine est contrainte de libérer Broussel, qui effectue un retour triomphal le 28 août. Se sentant en danger, elle quitte même la capitale le 13 septembre et va s'installer avec Dieudonné et avec son Jules à Rueil, dans l'ancienne résidence de Richelieu. Quel symbole! Ray sait qu'il a besoin d'un héros pour mener la fronde, une figure de proue. Il décide alors de rallier les seigneurs, brimés depuis Richelieu et déçus par la reine, à cette révolte encore essentiellement parlementaire et populaire. Le meilleur candidat serait Louis II de Bourbon-Condé, dit le prince de Condé ou le grand Condé. Condé, un neveu d'Henri IV, star de la guerre de 30 ans. Depuis 6 ans, tout le monde parle avec admiration de ses victoires sur l'Espagne. Mais il a un caractère, on va dire, difficile. Très sinistre figure d'oiseau de proie, écrit Michelet, la plus bizarre du siècle. Rien d'homme, quelque chose de moins ou de plus. Héros insatiable et insupportable, monté sur des échasses et prêt à tout tuer
pour la moindre prétention d'orgueil ou d'intérêt. Et le problème principal, c'est que Condé est un ferme partisan de l'absolutisme royal. Comme tout le monde, il déteste Mazarin, mais il croit dur comme fer à la monarchie autoritaire instaurée par Richelieu. L'oiseau de proie ne respecte pas les magistrats, et encore moins le peuple. Ray essaye malgré tout de le convaincre. Il explique à Condé, monté sur ses échasses, symbolique, on s'entend, hein, qu'il peut bien mépriser le peuple s'il le souhaite, mais il ne doit pas l'ignorer. Le peuple est sur le point, explique Ray, de déchirer le voile qui couvre le mystère de l'État. Je citerai. Cette espèce de silence religieux et sacré, dans lequel on ensevelit, en obéissant presque toujours aveuglément au roi, le droit que l'on ne veut croire avoir de s'en dispenser que dans les occasions où il ne serait pas même de leur service de leur plaire. Parle bien le monsieur, hein, mais ça sert à rien. L'oiseau de proie se met à la disposition d'Anne d'Autriche. Très bien. Ray doit alors se contenter du frère de Condé, Armand de Bourbon-Conti, dit Conti, bête comme ses pieds, dans l'ombre de son frère et amoureux de sa sœur. Il va également s'appuyer sur le duc de Beaufort, petit-fils d'Henri IV avec Gabriel d'Estrées, qui avait été mis en prison à Vincennes, 5 ans plus tôt, pour avoir participé à ce qu'on a appelé la cabale des importants. Une cabale prenant la redistribution des honneurs et des pensions des anciennes victimes de Richelieu. Cabale qui n'était pas très sérieusement menée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dont l'objectif stratégique aurait été d'assassiner Mazarin. La plupart des ducs hostiles à l'absolutisme avaient trempé, de près ou de loin, dans cette cabale. C'est pourquoi, Condé mis à part, les seigneurs se rallient tous l'un après l'autre à la fronde. Le duc de Longueville, la duchesse de Longueville, femme du précédent, qui est aussi la sœur de Condé et de Conti. Le duc de La Rochefoucauld, qui est l'amant de la précédente et le futur auteur des Maximes. Et beaucoup d'autres, dont le duc de Beaufort, donc, qui s'est évadé de Vincennes et qui est devenu une sorte d'icône populaire. On l'appelle le roi des Halles. Bon, ça a l'air bien ridicule comme ça, et ça l'est un peu. Mais ça n'est pas sans intérêt, parce que dans la défense de leurs privilèges individuels, ils participent malgré tout, et peut-être même malgré eux, à l'intérêt général. Dans le camp de la reine, il ne reste que Condé, monté sur ses échasses, et le beau-frère de la reine, le frère de feu Louis XIII, et lieutenant général du royaume, Gaston d'Orléans, alias Monsieur. Mais Monsieur n'est pas un allié très solide, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un opposant de la première heure de la politique absolutiste. Il a même lancé un manifeste contre Richelieu en 1131, dans lequel il le traitait de prêtre inhumain et pervers. Il l'accusait d'avoir introduit dans le ministère la perfidie, la violence et la cruauté, et surtout lui reprochait de mépriser la misère du peuple et la liberté des juges. Monsieur est fondamentalement un type bien et intelligent, mais il est excessivement lâche, et le temps l'a rendu indolent et ironique, fataliste, blasé. On le voit toujours les mains dans les poches et toujours sifflant, avec une espèce d'humour un peu vulgaire. Ainsi, selon Tallemant des Réaux, Monsieur d'Orléans a toujours eu l'esprit un peu page. Un jour qu'il vit un des siens qui dormait la bouche ouverte, il alla lui faire un pet dedans. Ce page, demi-endormi, cria « Bougre, je te chierai dans la gueule !» Monsieur avait passé outre, il demanda à un valet de chambre nommé Dufresne « Qu'est-ce qu'il dit ?» « Il dit, monseigneur, dit gravement le valet de chambre, qu'il chiera dans la gueule de votre Altesse royale. » Ah donc, Anne et son Jules, isolés, se résignent temporairement à accepter les exigences parlementaires le 27 octobre. 3 jours plus tard, la reine-mère revient à Paris, mais c'est pour quitter brusquement le palais du Louvre 2 mois plus tard et gagner le château de Saint-Germain-en-Laye. Le 6 janvier 1149, le peuple de Paris se réveille et découvre le palais royal vide. La reine est partie comme une voleuse pendant la nuit. Les Parisiens ont compris, une guerre civile vient de commencer. Elle durera 3 mois. Depuis Saint-Germain, la reine ordonne à Condé de disposer son armée tout autour de la capitale et d'intercepter tous les convois de ravitaillement. Anne et son Jules ont décidé d'affamer Paris pour obtenir sa capitulation. Et il demande au général Henri de la Tour d'Auvergne, dit Turenne, un immense guerrier, de ramener l'armée d'Allemagne et de la tenir prête à marcher sur Paris au premier ordre. La résistance parisienne s'organise.
On confie le commandement des troupes au pauvre Conti, qui est désigné comme le généralissime de la Fronde le 11 janvier 1149. La grande figure de la Fronde, c'est pas lui, c'est sa sœur. Sa sœur est celle de Condé, Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, la duchesse de Longueville. Elle est très intelligente et très courageuse, et est sur tous les fronts à user de son influence pour allier tous les nobles à la Fronde et les encourager à soulever les provinces. Enfin, il y a Ray, dont la qualité principale est toujours d'exciter les foules par ses prêches. Ray est très populaire chez les pauvres, mais ceux qu'il aimerait convaincre sont les gens un peu plus riches, les bourgeois, qui pourraient faire la différence et éventuellement inverser le rapport de force. C'est moins facile. Le défaut du peuple, pour Ray, qui a appris à le connaître, tient exactement à ce pourquoi il est doué, lui, Ray. Le peuple est amateur de spectacle. Oui, c'est Ray qui parle, pas Debord ni Baudrillard. Le peuple est également sensible aux grands noms, même s'ils sont peu remplis et même vides. C'est toujours Ray qui parle. Et c'est pourquoi il met en avant le duc de Beaufort, le roi des Halles, qui n'est pas une lumière, mais qui est beau, blond, qui parle argot et qui fréquente volontiers les bateliers et les crocheteurs. Beaufort est une sorte de star. Toutes les circonstances extraordinaires sont d'un merveilleux poids dans les révolutions populaires, écrit Ray. Rien ne touche et n'émeut tant les peuples que la variété des spectacles. Ray lui-même devient une star. Une chanson le célèbre alors. Monsieur notre coadjuteur vend sa crosse pour une fronde. Il est vaillant et bon pasteur, monsieur notre coadjuteur. L'originalité de cette guerre de Paris, c'est qu'elle va également s'exprimer à travers la satire. Un feu d'artifice de pamphlets, les Mazarinades, du nom de la plus célèbre, signée par l'écrivain comique le plus populaire de l'époque et que tout le monde a oublié, et dont le logis, dans le Marais, va devenir un des centres de ralliement des frondeurs. Son poème contre Mazarin va en effet assez loin. Je cite la Mazarinade. « Va rendre compte au Vatican du vol de nos tapisseries, de celui de nos pierreries, du désordre de nos armées, de nos provinces affamées, d'être cause que tout se perde, de tes caleçons pleins de merde. Va-t'en dans Rome, étaler les biens qu'on t'a laissé voler. Va-t'en, repasse les monts, va vite et fais rompre les ponts, car s'il faut que quelqu'un te suive, que l'on te demande qui vive, que tu répondes Mazarin, c'est fait de toi, cher tabarin, on te coupera, mon pauvre Jules, et l'un et l'autre testicule. » Ah oui, quand même. Entre janvier 1149 et octobre 1652, on comptera entre 4000 et 5000 pamphlets publiés contre Mazarin. C'est énorme. C'est ce que Michelet attribuera à la Fronde, l'invention d'une langue nouvelle dans le français, celle du journalisme moderne. Oui, ce sont ces mots. La Fronde invente le contre-pouvoir des médias et une sorte de presse satirique se moquant des puissants du jour. On dit qu'une moitié de Paris vend des imprimés et que l'autre moitié en compose. Ray encourage les libellistes, mais il n'en a pas vraiment besoin. Les gens s'y mettent spontanément, ils sont violents, grossiers, drôles, inventifs. Ils comparent cette guerre civile à un carnaval. Adieu donc, pauvre Mazarin, adieu mon pauvre Tabarin, adieu destructeur de carême, adieu peste du carnaval, adieu père aux marionnettes, adieu grand faiseur de machines, adieu cause de nos ruines. Mais ce carnaval n'est pas que fête, hélas. Bien que la Fronde commence à s'étendre dans le reste de la France, le siège de Paris est efficace. Conti, Beaufort et La Rochefoucauld n'arrivent pas à assurer le ravitaillement de la capitale. La misère grandit, la banlieue est désolée par les pillages et les viols des soldats de Condé, et l'hiver est rude. Quelques batailles sont très meurtrières, celle de Charenton fait plus de 2000 morts le 8 février. Les frondeurs reçoivent le soutien inattendu de Turenne, le grand militaire, qui décide de revenir les aider avec ses 8 régiments de l'armée d'Allemagne. Mais Mazarin rachète en douce l'armée de Turenne grâce à l'argent d'un banquier. Ouais, la reine et son ministre achètent leur victoire. C'est dégoûtant, mais ça marche. La Fronde se divise alors entre les modérés, qui sont prêts à la négociation avec Anne d'Autriche, et les ultras. Les modérés l'emportent, malgré le mécontentement populaire. Je cite Ray. « Le peuple fit de grandes clameurs, nous entendîmes même quelques voix qui criaient « République !» Intéressant, non? La cour est alors absolument traumatisée par l'exécution du roi d'Angleterre Charles Ier par Oliver Cromwell le 30 janvier 1149. Elle craint une influence de l'Angleterre sur les frondeurs français. Ceux-ci pensent-ils imiter les Anglais et tuer leur roi?
La plupart des historiens nous somment de ne pas le croire. La reine hurle régulièrement au républicanisme. L'historien nous demande de comprendre qu'elle exagère. Mazarin dira que Ray parle de Cromwell avec admiration. Les commentateurs disent que Mazarin dit ça pour faire peur à la reine. D'accord, on ne sait pas. On ne sait pas. Un compromis est signé le 11 mars 1649, la paix de Ray. Celle-ci clôt cette première fronde sur une sorte de match nul. La reine fait son retour à Paris le 18 août 1649. Condé, le guerrier là, qui vient d'écraser les Parisiens, attend des bénéfices de l'appui qu'il a accordé à la couronne. L'oiseau de proie veut prendre part au gouvernement. Mais la reine et Mazarin n'entendent pas partager leur pouvoir avec celui-ci, hein. Minute. Alors notre fou de guerre devient de plus en plus agressif. Il prend la fâcheuse habitude d'insulter Mazarin en public. Il l'appelle même l'illustrissimo signor Facchino, le faquin. Comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin. Tout cela risque de mal tourner. Mazarin, qui est tout sauf con, hein, pense qu'il est plus que temps pour un renversement d'alliance. C'est alors qu'entre en scène la duchesse de Chevreuse, qui avait quitté la cour depuis 6 ans. Encore un nouveau personnage. Oui, désolé, j'essaye de réduire le casting au maximum, mais parfois, c'est impossible. Too many cooks, too many cooks, too many cooks, too many cooks, too many cooks. Voici la duchesse de Chevreuse, donc. Ex-meilleure copine d'Anne d'Autriche, quand il s'agissait de lutter contre Richelieu, est entrée ensuite en disgrâce pour sa participation à la cabale des importants. C'est Beaufort, que l'on présente généralement comme le chef de la cabale des importants, écrit Sophie Vergne dans Les Frondeuses, et c'est à Madame de Chevreuse qu'il revient d'avoir conçu et tenté de mettre en œuvre le projet politique alternatif qui les précède. Le projet politique alternatif de Madame de Chevreuse aurait alors été de voir son amant remplacer Mazarin au poste de Premier ministre. Son amant, c'est l'ex-garde des Sceaux, Châteauneuf, qui avait pris le parti d'Anne d'Autriche dans la guerre contre Richelieu et avait même fait de la prison pour elle. Châteauneuf avait de l'expérience. Il était très compétent dans son domaine et surtout il était capable de rétablir les formes de gouvernement que Richelieu s'était acharné à détruire le long de son règne. Ce à quoi il ne s'attendait pas, et Madame de Chevreuse non plus, et tous les autres non plus, c'est que la reine préférait les conserver aux dépens de tout le monde, Mazarin excepté. La duchesse de Chevreuse revient donc alors de Bruxelles et elle se propose d'œuvrer au rapprochement de la cour avec l'ancienne fronde. Elle réussit à faire réintégrer Châteauneuf dans la commission de garde des Sceaux. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour rapprocher la cour de la fronde? Elle présente sa fille, Charlotte, 23 ans, extrêmement belle et aux mœurs très libres, à Ray. Et Ray craque immédiatement. Mademoiselle de Chevreuse devient sa maîtresse. La duchesse de Chevreuse assure alors à Mazarin qu'elle le tiendra par le moyen de sa fille. Je vous réponds de lui et d'elle. La duchesse de Chevreuse est-elle plus complice de Mazarin que de Ray? Pas sûr. Joue-t-elle Mazarin contre Ray ou Ray contre Mazarin? On ne sait pas. En attendant, Ray est toujours en train d'exciter les gens. Il réussit même à mobiliser la bourgeoisie. Mais il va s'en mordre les doigts. Les bourgeois vont faire quelque chose de très con. Ils vont simuler un attentat. Ils pensent qu'en faisant semblant d'attaquer un des syndics, ils provoqueront l'indignation des magistrats et la réunion des chambres du Parlement. Dans ses mémoires, Ray dit qu'il y était opposé parce que c'était très con. Mais ailleurs, dans son livre, il dit aussi des choses comme « On ne connaît pas ce que c'est que le parti quand on s'imagine que le chef en est le maître. » Et oui, le 11 décembre 1649, les conjurés choisissent donc un Gus pour jouer le rôle de la prétendue victime. Place Maubert, un des cons lui tire dessus. Le Gus hurle, fait saigner une blessure qu'il a déjà préparée. Un parlementaire habite juste à côté. Alors on lui dit qu'il était peut-être visé. Alors il prend un peu peur. Mais ça s'arrête là. L'incident laisse le peuple indifférent. Ça n'a servi à rien. Pire, car c'est pas fini. Ce premier faux attentat est immédiatement suivi d'un deuxième faux attentat. Incident obscur. Ce dont nous sommes presque sûrs, c'est que Mazarin avait des agents infiltrés parmi les frondeurs, des repris de justice. Tout d'abord, Mazarin envoie ceci dire à Condé, l'énervé là, que cet attentat lui était destiné. Condé fait alors envoyer son carrosse vide sur les lieux du guet-apens pour vérifier. Et d'autres types déchargent leurs pistolets sur le carrosse. Alors, ces types, est-ce qu'ils étaient eux aussi des hommes de Mazarin? Eh ben on ne sait pas. Reste que le faux attentat des bourgeois, qui voulaient exciter le Parlement contre la cour,
s'est transformé en excitant de Condé contre la Fronde, enfin surtout contre Ray. Condé porte plainte pour tentative d'assassinat et il assigne Ray, Beaufort, le roi des Halles, le blond là, et Broussel, le vieux parlementaire, à comparaître. Pas de souci les mecs. Ray sait qu'il peut retourner la situation en sa faveur. Il fait alors comparaître les repris de justice engagés par Mazarin. Canto, Pichon, Sociando, Marcassez, Gorgibus. Les drôles de loustiques, hein. Ray montre alors publiquement les mensonges dont Broussel, Beaufort et lui sont victimes. Je citerai. Je suis au désespoir que la défense de notre honneur, qui nous est commandée par toutes les lois divines et humaines, m'oblige de mettre au jour, sous le plus innocent des rois, ce que les siècles les plus corrompus ont détesté dans les plus grands égarements des anciens empereurs. Oui, messieurs, Canto, Sociando et Gorgibus ont des brevets pour nous accuser. Ces brevets sont signés de l'auguste nom qui ne devrait être employé que pour consacrer encore davantage les lois les plus saintes, monsieur le cardinal Mazarin, qui ne reconnaît que celle de la vengeance qu'il médite contre les défenseurs de la liberté publique. Quel orateur! Le procès tourne à son avantage, c'est-à-dire au désavantage de Mazarin. Celui-ci utilise alors son joker, la liaison de Ray avec Mademoiselle de Chevreuse, et donc sa proximité avec la mère de cette dernière. Mazarin pousse alors la reine à recopiner avec la duchesse de Chevreuse et passer par elle pour atteindre Ray et pour négocier avec lui le chapeau de cardinal en échange d'une alliance avec la cour contre Condé. Je ne puis croire, nonobstant le passé et le présent, que monsieur le coadjuteur ne soit à moi, lui écrit la reine par l'intermédiaire de la duchesse de Chevreuse. Il n'y a jamais eu de moment dans ma vie dans lequel je n'ai également été à votre majesté, lui répond-il tout aussi hypocritement. Commence alors entre Ray et la reine une étrange comédie. Une comédie de la complicité. Ray pense qu'en se mettant au service de la reine, il réussira à la dissocier de Mazarin. Grave erreur. Mazarin est imbattable sur ce type d'intrigue. Et c'est ainsi que par des stratagèmes tarabiscotés, Mazarin va réussir à monter Ray contre Condé, qui lui va se retrouver acculé à rejoindre sa famille contre laquelle il avait combattu précédemment. Son frère Conti, sa sœur et son beau-frère, les Longueville, et l'amant de sa sœur, La Rochefoucauld. Ce retournement complet des alliances ouvre une nouvelle phase d'agitation, la fronde des princes. Je résume. Premier temps de la fronde. On avait d'un côté les magistrats, le peuple, Ray et les princes. Et de l'autre, la reine, Mazarin, Condé et Monsieur Gaston, le beau-frère de la reine. Turenne est d'abord dans le camp de la reine, puis il passe dans le camp de la fronde. Deuxième temps, on a d'un côté Condé qui rejoint les princes, et de l'autre, Ray qui complote avec la reine. Les magistrats, le peuple et Monsieur Gaston, pour l'instant, on ne sait pas où ils se placent. Le 18 janvier 1150, accélération. La reine et Mazarin organisent un guet-apens et arrêtent sans explication Condé, son frère Conti et son beau-frère Longueville. Ils sont tous les trois enfermés au château de Vincennes. Grave erreur, mais de la part de la reine cette fois. Car Condé, malgré sa figure d'oiseau de proie et ses grandes échasses, ne serait jamais entré dans une guerre civile sans cette humiliation. Plus tard, ce fervent admirateur de Richelieu déclarera « Avant cette malheureuse prison, je ne respirais que le service du roi et la grandeur de l'État. » Et c'est sans doute vrai. La duchesse de Longueville, sa sœur, toujours très débrouillarde, rejoint alors Turenne, qui envisage de marcher sur Vincennes pour libérer les prisonniers. Pendant ce temps, La Rochefoucauld, son amant, agite le Poitou et le Limousin avant de rejoindre Bordeaux afin d'obtenir le soutien du Parlement de Guyenne. Et Ray trahit sans plus tarder la reine et rejoint les nouveaux frondeurs, les frondeurs princiers, dans l'objectif de fusionner les deux frondes, la nouvelle et l'ancienne, parlementaire et populaire. Il réussit même à rallier à leur cause Monsieur Gaston, le beau-frère indolent et trouillard de la reine. Un traité secret est signé le 30 janvier 1151 entre Monsieur et les frondeurs parlementaires pour obtenir la libération de Condé, Conti et Longueville et le départ de Mazarin. Ray a temporairement réussi son coup. Il a réalisé l'union des frondes. Alors que Monsieur Gaston rend publique sa rupture avec Mazarin le 2 février 1651, le Parlement réclame la liberté des princes. Ray fait alors un grand discours, pendant lequel, toujours un peu farceur, il insère une fausse citation latine. Je citerai «
Comme ma mémoire ne me fournit rien dans l'Antiquité qui eut rapport à mon dessin, je fis un passage d'un latin le plus pur et le plus approchant des anciens qui fut en mon pouvoir, et je formai mon avis en ces termes: in difficilimis republicae temporibus urbem non desservi, in prosperis nihil de publico delibari, in desesperatis nihil timui. Soit, dans les mauvais temps, je n'ai point abandonné la ville, dans les bons, je n'ai point eu d'intérêt, dans les désespérés, je n'ai rien craint. Face à la coalition des deux frondes, Mazarin quitte précipitamment Paris dans la nuit du 6 au 7 février 1151 et se réfugie temporairement à Saint-Germain. Anne d'Autriche et Dieudonné comptent le rejoindre dans les jours qui suivent. Quand ils apprennent la nouvelle, Mademoiselle de Chevreuse et Ray vont chercher Monsieur Gaston et sa femme littéralement dans leur lit pour les convaincre de saisir les portes de Paris. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Gaston a du mal à se réveiller. Les deux amants réussissent néanmoins à soutirer de sa femme une ordonnance autorisant Ray à prendre les armes pour empêcher que les créatures du cardinal Mazarin ne fassent sortir le roi de Paris. Puis Ray va exciter la foule, sa spécialité. C'est une véritable émeute qu'il mène jusqu'au palais royal et durant la nuit du 9 au 10 février 1151, devant son château assiégé, la reine laisse entrer le peuple dans les chambres du petit Louis Dieudonné, 12 ans, qui dort ou fait semblant de dormir. Anne d'Autriche prétend qu'ils n'ont jamais cherché à s'enfuir. Les Parisiens se calment et repartent. Cela, une fois roi, Louis XIV ne le pardonnera pas à Ray, qu'il jugera responsable de cette humiliation. Humiliation, faut doser. Ils n'ont pas non plus pissé sur son tapis. Peed on my fucking rug. That's right, dude. They peed on your fucking rug. Un arrêt du Parlement est promulgué et Anne d'Autriche est obligée de faire libérer Condé, Conti et Longueville qui reviennent en triomphe à Paris le 16 février 1151. La Fronde a presque gagné. Même Jacques Bainville, l'historien de l'Action française, se recroqueville de peur dans son lit quand il y pense. La situation était véritablement révolutionnaire. La reine Anne, ayant voulu quitter Paris, en fut empêchée par les frondeurs. En somme, la famille royale était prisonnière. Tous les agités, les étourneaux et les doctrinaires de cette étrange révolution, maîtres de Paris. Par bonheur, ce beau monde, uni à celui de la rue, ne tarda pas à se déchirer. Le salopard peut se rassurer. En effet, l'union des frondes ne va pas tenir. C'est aussi ce que dit Voltaire dans le siècle de Louis XIV. Je cite Voltaire. « Les révoltés furent toujours désunis, et c'est ce qui sauva la cour. » Mais pourquoi ? Eh bien parce que les princes sont sacrément bêtes. Condé est alors au sommet de sa puissance. Ray le presse d'enfermer la reine au Val-de-Grâce, de la priver de la régence et de confier celle-ci à Monsieur Gaston. Mais encore loyal à la couronne, Condé refuse. Mais qu'il est bête! Bon, Ray n'est pas si malin non plus. Afin de sceller leur alliance à l'ancienne par un mariage, la duchesse de Chevreuse projette alors d'unir sa fille avec Conti, le frère débile de Condé. Très mauvais plan. Conti va apprendre que Mademoiselle de Chevreuse est déjà la maîtresse de Ray, entre autres. Et ça va le dégoûter. Et il va se fâcher. Bête! Si surprenant que nous paraissent ces imbrications entre la politique et les affaires de famille, écrit Simone Berthière, c'est le projet de mariage de Mademoiselle de Chevreuse avec le prince de Conti qui mit le feu aux poudres. Il devait sceller l'union des deux frondes, il la brisa. La reine et Mazarin ont alors une idée de génie pour accélérer l'opposition entre les frondes. Et ils virent Châteauneuf, le vieil amant de la duchesse de Chevreuse, du poste de garde des Sceaux. Ray s'insurge, pas seulement pour des raisons, on va dire, familiales. Il voit arriver le coup d'État et le retour de Mazarin. Il veut y faire répondre par une intervention de Monsieur Gaston, qu'il sécuriserait en gardant le peuple prêt à réagir si on ne rétablissait pas Châteauneuf. Mais les princes blâment cette exhortation au carnage. Et Condé, sur ces échasses-là, lui déclare crânement ne rien comprendre à la guerre des pavés et des pots de chambre. Guerre des pavés et des pots de chambre! En effet,
ces imbéciles de princes ne voient pas pourquoi ils mêleraient le peuple à leur action politique. Ah, mais comme avait dit Ray, on a plus de peine dans les partis à vivre avec ceux qui en sont qu'à agir contre ceux qui y sont opposés. Et ouais, ils nous ont fait une sorte de NUPES. On va pas refaire la NUPES. Retour à la bataille de l'opinion. Mais maintenant, ce sont les deux frondes qui s'opposent. La nouvelle, celle des princes, et l'ancienne, la parlementaire et populaire. Tandis surtout celle de Ray, que les princes accusent d'une alliance secrète avec Mazarin. Bête! Condé installe une imprimerie dans son propre hôtel. Et il a un pamphlétaire attitré, Montendre, qui rédige pour lui des libelles à la fois contre Mazarin et contre Ray. Ray les lit, les trouve si nuls qu'il s'en moque, hésite pendant un moment, puis finalement décide d'y répondre. Ce sera la défense de l'ancienne et légitime fronde, le solitaire aux deux désintéressés, le vrai et le faux de Monsieur le Prince et de Monsieur le Cardinal de Ray, les intérêts du temps. Il y a une grande différence entre Condé et Ray. Ces pamphlets, Ray les écrit lui-même, et il y excelle. Il n'a pas été l'ami du plus grand écrivain comique de son temps, dont on a oublié le nom, pour rien. C'est la même différence qu'entre Drake et Kendrick Lamar. Si tu dois clasher ton concurrent, il est quand même préférable d'être toi-même l'auteur de tes textes. The audience not dumb. Shape the stories how you want. Hey, they're not slow. Ça explose entre les deux groupes au Parlement le 21 août, où tout le monde se met sur la gueule et où La Rochefoucauld, de la team Condé, essaye carrément de tuer Ray. Il lui coince la tête entre deux battants de porte et il appelle ses hommes à l'embrocher. Cette division entre les frondeurs entraîne la lassitude du peuple et fait le jeu de Mazarin. Comment cela pourrait-il en être autrement? Bête, dette, dette. Mazarin est en exil, chez l'archevêque électeur de Cologne, et sa stratégie est toujours de jouer Ray contre Condé pour garder la fronde divisée et de revenir ensuite. Il échange avec la reine une correspondance quotidienne, où entre deux réponses sinueuses, à une déclaration d'affection un peu trop pressante, il lui rappelle que cet homme est leur ennemi. Il est le plus superbe, ambitieux et mal intentionné des hommes, écrit Mazarin, qui ajoute que Ray n'a qu'aversion pour la monarchie, appuie ceux qui insinuent dans l'esprit du peuple la République, mais peu importe, car la règle de conduite ne doit jamais être la passion de la haine ou de l'amour, mais l'intérêt et l'avantage de l'État. Anne d'Autriche va alors amadouer Ray par une nouvelle comédie. Une comédie de l'amour, cette fois. Ouais. Ils vont jouer à se séduire l'un l'autre. Incroyable. Dans ses mémoires, Ray prétend avoir pris l'initiative de cette comédie de séduction mutuelle. Mais c'est un maxeur. Il n'est pas impossible qu'il en ait plutôt été le dupe et qu'il nous l'ait raconté à l'envers. La reine, rappelle Simone Berthière, ne cherchait qu'à sauver Mazarin et elle y est parvenue. Et même si la duchesse de Chevreuse prétend le conseiller dans ce sens, Ray s'enfonce le doigt dans l'œil s'il croit qu'il va pouvoir aller dans le lit d'Anne d'Autriche. Le 7 septembre 1651, Louis Dieudonné a 13 ans. C'est suffisant pour que la majorité du roi Louis XIV soit donc proclamée. Condé a quitté Paris la veille avec le dessein de soulever les provinces et ne revenir dans la capitale qu'à la tête d'une armée, l'oiseau de proie, et passer de fidèle serviteur de la reine à ennemi de la couronne. Et le Parlement condamne à la fois Condé et Mazarin. Conseillé par Ray en coulisses, M. Gaston assume le gouvernement de Paris. Quant au rendez-vous secret entre Ray et la reine, la comédie de la séduction est finie avant d'avoir commencé. Il ne s'agit plus désormais que d'un échange entre le chapeau de cardinal pour Ray et le retour de Mazarin pour la reine. Ray noie le poisson comme il peut. Il essaye de gagner du temps, parce que s'il redoute désormais le retour de Condé, il croit toujours pouvoir éviter celui de Mazarin, jusqu'au 21 septembre, où son cardinalat est rendu public, et qu'il perd alors tout crédit auprès du peuple. Contre lui, tout chacun gronde. Pour entrer au cardinalat, il a renoncé à la fronde. Chante-t-on dans les rues de Paris. Et c'est un peu injuste. Ce que Ray essaye alors de faire, c'est de profiter de la guerre entre la reine et Condé pour créer un tiers parti, fidèle à l'ancienne fronde, en associant le Parlement et M. Gaston. Et pour ça, le chapeau de cardinal n'est pas un faible avantage. Mais c'est trop tard. Ça aussi, c'est fini avant d'avoir commencé. Condé arrive à Bordeaux le 22 septembre 1651 et rallie à son nom toute la Guyenne. Une nouvelle guerre civile commence. Elle va durer 1 an. À la fin de l'année,
le fou de guerre contrôle la Guyenne, la Saintonge, l'Aunis, le Limousin, le Berry, la Provence du Comte d'Alais et la ville-pont de Stenay-sur-la-Meuse. Turenne, l'autre grand militaire, aurait dû rejoindre Condé, mais il rejoint finalement la cour. Encore un renversement d'alliance, et celui-ci est sans doute décisif. Sans Turenne face à lui, Condé, qui est quand même un immense guerrier, pouvait gagner. Maintenant, ça va être beaucoup plus difficile. Mazarin rejoint la reine à Poitiers le 30 janvier 1152 avec une armée de 8000 hommes. Condé se replie alors sur Paris avec un petit groupe de fidèles, parmi lesquels Beaufort, le petit blond, et La Rochefoucauld, l'amant de sa sœur. Ils arrivent le 11 avril 1152, le tiers parti doit alors faire un choix. Et entre la reine et Condé, Monsieur Gaston choisit Condé. Monsieur Gaston n'aimait pas beaucoup Condé, mais il s'est laissé doubler par sa fille, Anne-Marie-Louise d'Orléans, la grande mademoiselle, qui a pris les devants et décidé qu'à tout prendre, mieux valait soutenir le prince que la reine. Ré, lui, il a déjà perdu quel que soit le gagnant, et avec lui le peuple de France, désormais condamné à la peste ou au choléra. Tant pis, Ré se retranche alors dans son archevêché et attend la fin. Ça va plus être long. L'armée royale assiège Paris. Le 2 juillet 1152, c'est la bataille du Faubourg Saint-Antoine, une bataille sanglante, meurtrière. La Rochefoucauld reçoit des flèches dans les yeux et se retrouve la tête en sang. La grande mademoiselle monte alors sur les tours de la Bastille et fait donner du canon sur les hauteurs de Charonne, d'où Louis XIV et Mazarin observaient l'action. En vain, tout ça. Ils ont déjà perdu. Il y a eu une inversion des rapports de force. Et le 21 octobre 1652, Louis XIV revient triomphalement dans Paris et s'installe au Louvre. C'est fini. Alors ici, on est dans un square sur la rue du Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire à peu près au niveau où sont passés les derniers combats de la Fronde, c'est-à-dire autour de la Bastille et de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Pourquoi la Fronde ? La première fois que je me suis intéressé à cette question-là, c'est comme très souvent, et de toute façon tout l'Empire n'a jamais pris fin est un dialogue avec Simone Veil, c'était chez Simone Veil, la philosophe Simone Veil. Et dans l'enracinement, et aussi dans plusieurs lettres, où elle parle du cardinal de Ré, et où elle prend très au sérieux la Fronde et le cardinal de Ré. Généralement, dans les livres d'histoire, puis dans le roman national, on prend la Fronde pas du tout au sérieux. Il y a des bonnes raisons pour ça aussi, parce que c'est quand même des princes qui sont remarquablement stupides. C'est-à-dire que c'est pour des très bonnes raisons qu'ils ont fait ça, mais ils ont fait ça vraiment comme des cochons. Alors je vais reprendre un peu l'histoire, et je vais vous expliquer pourquoi ça m'a intéressé, et qu'est-ce que Simone Veil y a vu, qui fait que ça m'a poussé à aller explorer cette histoire. En gros, vous avez vu, il y a beaucoup de personnages. C'est assez fastidieux, mais en gros l'histoire elle se passe comme ça. Tout d'abord il y a eu le règne de Louis XIII avec Richelieu. Déjà le règne de Louis XIII avec Richelieu, il a une raison d'être comme il est, c'est-à-dire de détruire tous les contre-pouvoirs traditionnels au maximum. C'est-à-dire qu'il faut rendre le roi très important, central, parce qu'il faut arrêter qu'on tue les rois. Donc on construit l'absolutisme royal. On réduit au maximum, on concentre les pouvoirs. On concentre les pouvoirs sur le roi et son ministre. Puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment le roi qui va faire le boulot, c'est le ministre, c'est Richelieu. Et ce truc-là qui a été mis en place, il a été terrible pour beaucoup de gens, pour presque tout le monde en fait. Ça a foutu presque tout le monde dans la merde, à part cette entité abstraite, spirituelle, quasi divine qu'est l'État. C'est-à-dire que le peuple était dans la misère, et d'où des révoltes systématiques, mais il fallait les laisser dans la misère, parce que s'ils étaient trop à leur aise, alors on ne sait pas ce qu'ils seraient capables de faire. Donc en fait, c'est l'imposition de la misère comme outil politique, Richelieu. Et aussi, on sépare de leur pouvoir tout ce qui est les contre-pouvoirs traditionnels, donc spécifiquement les magistrats et les seigneurs qui ont chacun leur petite seigneurie et qui pourraient faire valoir telle ou telle chose. C'est-à-dire que, en gros, toute cette histoire, c'est l'histoire d'une guerre qui a lieu, une révolution qui pourrait avoir lieu. Parce qu'il y a une vacance de
de pouvoir, il y a la régence, qui est comme une vacance de pouvoir. Et pendant cette régence, la reine s'est associée à un type que tout le monde déteste, qui est Mazarin. Et les gens le détestent pour une bonne raison. Même si après, les fans de Roman National vont sauver Mazarin, évidemment, puisqu'il est du côté de l'État, de son vivant, et ensuite ça a été largement démontré, ce type est un escroc. Il a fait ça pour de l'argent. Il a fait du business dans la guerre, qu'il a réussi à faire à travers des prête-noms, sur lequel il a empêché d'enquêter avec son poste de ministre. De l'autre côté, il a détourné des fonds de l'État. Il s'est fait une collection d'œuvres d'art, de pierreries, de sculptures, de machins. Il est devenu un des hommes les plus riches du monde de son temps. Sans doute le plus riche de France. Et ce type-là, qui est donc un escroc, qui a fait de l'abus de crédulité amoureuse de la reine, et qui est un type d'une intelligence folle, alors que dès le départ, il a tout le monde contre lui, qui va se faire foutre en exil, et qu'à un moment, il a interdiction totale de revenir, il va réussir à revenir et à tout réacquérir. Mais une fois qu'il est revenu, qu'il a tout acquis, et que c'est tous les autres qui sont foutus dehors, et ben ça y est, c'est la vieillesse, et donc il est sénile. Il n'en profite pas. Que j'avais déjà entendu parler du cardinal de Retz par rapport aux situationnistes, en particulier Debord, dont il est un des héros, une des admirations. Et je trouvais ça très curieux parce que j'arrivais pas trop à voir pourquoi, d'un côté, pour, on va dire, les situationnistes et pour les gens qui ont fait mai 68, le cardinal de Retz était un tel héros, et de l'autre côté, derrière, pour Simone Veil, qui est pas là juste pour foutre le bordel, quoi. Parce que la réputation qu'a le cardinal de Retz dans l'histoire, en partie parce que les gens qui ont écrit ce roman national aiment la nation, aiment l'État. C'est l'idée d'un type qui a foutu le boxon pour rien, quoi. C'est l'idée d'un fouteur de bordel de première catégorisation, de première catégorie, du grand bordélisateur. C'est pour ça que je l'appelle le grand bordélisateur du pays, quoi. C'est vraiment un bordélisateur au sens darmanonesque du mot, quoi. C'est un danger pour l'État. Pourquoi ? Parce qu'il sait lever la foule. Donc c'est aussi l'ennemi de tous ceux qui détestent le peuple. La Fronde, c'est un bordel parce qu'il y a plein de couches différentes de la population qui sont en colère en même temps. Il y a le peuple qui paye trop d'impôts, qui n'en peut plus, qui a faim. Il y a les contre-pouvoirs qui veulent un rétablissement de l'équilibre des pouvoirs. Et il y a les seigneurs qui ont été lésés. Et tout ça, ça fait un beau bordel. Et dans ce bordel-là, on a ce personnage incroyable de Retz qui apparaît. Pourquoi Simone Veil l'aime beaucoup ? Pourquoi les situationnistes l'aiment beaucoup, c'est évident. Parce que c'est un fouteur de bordel. Parce qu'il fait ça, on a l'impression qu'il fait vraiment ça pour s'amuser. Et c'est très drôle de lire les mémoires du cardinal de Retz. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se dire « Ah ouais, c'est quand même marrant d'aller foutre le bordel. C'est marrant quand même de défier l'autorité. C'est marrant d'aller conspirer avec la reine alors qu'on n'en pense pas un mot, de lui dire oui, oui, madame, et puis derrière de faire le contraire et tout ça. » C'est vraiment, il y a un culot, quoi. Et puis on voit qu'il biche, quoi. Tu vois, il kiffe bien le truc, quoi. Il s'amuse. Mais de l'autre côté, pourquoi Simone Veil, elle l'aime tant et elle en parle régulièrement, c'est parce que pour elle, c'est un peu le type qui était véritablement conscient du degré d'infamie de ce que Richelieu avait construit. Et donc il y avait la perception de la suite. Et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Retz, dès le début de son livre, il parle de Richelieu comme de celui qui a créé la pire des tyrannies, c'est-à-dire la concentration des pouvoirs. Tout ça, ça se situe entre un siècle et un siècle et demi avant la Révolution française. Et alors, bien sûr, c'est pas la Révolution. Les conditions sont pas là. Mais c'est une première vraie grosse insurrection et quelque chose qui aurait pu marcher. Et il y a quelque chose qui fait que je comprends pourquoi ça a eu de nouveau du succès en mai 68. Parce que ça a eu de nouveau du succès pour des personnes qui n'ont pas pu faire de leur insurrection une révolution. Et je pense que ça a beaucoup de sens de lire les mémoires du cardinal de Retz après les Gilets jaunes et vis-à-vis des Gilets jaunes. Pour moi, il y a un lien évident entre ces deux périodes. Il y a un lien évident parce qu'il y a le problème principal qui est la façon dont les pseudo-élites, donc l'aristocratie d'aujourd'hui, les seigneurs,
les seigneurs, les éditocrates, et tout ce que vous voulez, les intellectuels, n'ont pas pris fait et cause pour les Gilets jaunes. Et ils n'ont pas envie de se mêler à une guerre des pavés et des pots de chambre. C'est ça l'histoire. Hein. Si on regarde la télé à l'époque des Gilets jaunes, ils en parlent comme de la guerre des pavés et des pots de chambre. C'est-à-dire, quand le peuple s'y met, à ce moment-là, les bourgeois se bouchent le nez. Et c'était ça. Et derrière, c'est tout le monde qui crève. C'est-à-dire que c'est l'intérêt général à ce moment-là. Et l'intérêt général, si on ne va pas vers l'intérêt général, alors tous les petits intérêts individuels et la manière dont chacun pense qu'il pourrait faire et ce serait mieux, ce serait beaucoup plus intelligent si jamais, c'est foutu. C'est fini. La déclaration royale du 12 novembre 1652 déchoit le prince de Condé. Et le 27 mars 1654, un arrêt du Parlement le condamne à mort. L'ex-femme de Richelieu va vivre en exil pendant 7 ans, trahissant son pays et participant du côté espagnol à la guerre de l'Espagne contre la France. Il faut attendre 1659 pour qu'il s'en remette à l'indulgence du roi. Son frère, Conti, signe la paix à Pézenas le 20 juillet 1153 et épouse une nièce de Mazarin. Beaufort, le petit blond, se soumet dès la fronde vaincue. Le duc de la Rochefoucauld se retire à Verneuil et se réfugie dans l'écriture de ses mémoires et surtout de ses fameuses maximes. Monsieur Gaston se retire au château de Blois, depuis lequel, dixit Philippe Mancel, il exprime sa compassion pour la misère des paysans de la région et prophétise la fin de la monarchie. Et c'est vrai. On peut même lire dans les mémoires de sa fille qu'il croyait que la monarchie allait finir, quand l'état où était le royaume, elle ne pouvait subsister, que dans toutes celles qui avaient fini, les choses avaient commencé par des mouvements pareils à ceux qu'il voyait. Et sa fille, donc, la grande mademoiselle, reçoit un ordre d'exil et part pour le château de Saint-Fargeau. La duchesse de Longueville, la sœur de Condé, plonge dans le mysticisme et devient une figure importante du jansénisme. Mademoiselle de Chevreuse, la maîtresse de Ray, meurt le 7 novembre 1152 d'une fièvre subite qui l'emporte en 24 heures et inconsolable, sa mère, la duchesse de Chevreuse, se replie également dans la religion janséniste. Le cardinal de Ray est jeté en prison au château de Vincennes le 19 décembre 1152. Transféré au château de Nantes, il s'en évade en août 1154 pour gagner l'Espagne, puis Rome. Enfin, Mazarin rentre à Paris en dernier, le 3 février 1153, 6 semaines après l'arrestation de Ray. Il a gagné sa guerre, est un des hommes les plus riches du monde, mais ce n'est plus le même homme. Plus atteint que l'on ne l'aurait cru par tout ce qu'il a traversé, le destructeur de carême et peste du carnaval est obsédé par une chose, le retour possible de Ray. Et comme un maniaque, jusqu'à son dernier souffle en 1161, il en parle. Pendant ces derniers jours, il fut littéralement hanté par Ray, écrit Loris, et au dire de tous les témoins, ne cessa de le vitupérer sur son lit de mort. Le jeune roi, Louis XIV, dut prodiguer à Mazarin les apaisements les plus sincères sur son intransigeance future à l'égard de Ray. Pour lui en donner une ultime preuve, il signa le 3 mars, 6 jours avant la mort du ministre, une ordonnance lue à son de trompe à tous les carrefours. À la nouvelle de cette publication, un dernier sourire erra sur les lèvres de Mazarin. Ce n'est qu'en 1675, 14 ans après la mort de Mazarin et 4 ans avant la sienne, que le cardinal de Ray écrit ses mémoires. Ray, selon Stendhal, l'homme de France qui à tout prendre a eu le plus d'esprit, restera dans l'histoire par la littérature. Les mémoires du cardinal de Ray sont sans doute le livre le plus drôle, le plus éblouissant jamais écrit sur une insurrection qui ne réussit pas à se transformer en révolution. C'est aussi celui qui donne le plus d'énergie et d'espoir pour la suite. De l'espoir et d'énergie, inutile de dire, les Français vont en avoir besoin, à l'époque de Ray comme dans la nôtre. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans, et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Les mémoires de Ray ne sont pas les seules écrites par un acteur de la Fronde, loin de là. La Fronde a entraîné une très importante production de justifications individuelles. Mais les souvenirs du coadjuteur sont les plus fouillés, les plus articulés, les plus passionnants à étudier dans les moindres détails. Comme dit encore Stendhal, il ose dire des choses difficiles à exprimer. C'est vrai. Ray a vécu longtemps, plus de 60 ans. Pourtant, 700 pages sur le millier de ses mémoires sont consacrées à ce qui s'est passé entre 1648 et 1652, pendant la Fronde.
À plusieurs reprises, il s'attarde longuement sur des points qui lui sont restés incroyables ou inexplicables. Je citerai. Ce que j'ai vu dans nos troubles m'a expliqué, en plus d'une occasion, ce que je n'avais pu concevoir auparavant dans les histoires. On y trouve des faits si opposés les uns aux autres qu'ils en sont incroyables. Mais l'expérience nous fait connaître que tout ce qui est incroyable n'est pas faux. Ce point d'histoire est un de ceux qui m'a obligé de vous dire, déjà dans une autre occasion, qu'il y en a d'inexplicables à ceux-mêmes qui s'en sont trouvés les plus proches. Reconnaissons encore de bonne foi qu'il y a des points inexplicables dans les histoires. Et c'est peut-être ce qui est le plus passionnant dans ces mémoires, une volonté acharnée de s'expliquer et de nous expliquer ce qui arrivait pendant la Fronde, mais qui bute régulièrement sur de l'inexplicable. C'est comme une théologie négative appliquée à la politique. Théologie négative. Dans le christianisme, ce qu'on a appelé la théologie négative renvoie à une recherche de la divinité qui excède ses représentations possibles comme elle épuise ses formes et ses définitions. On ne peut pas dire ce que Dieu est, mais on peut le décrire négativement par tout ce qu'il n'est pas. Ce que Ré, sans le savoir, applique à l'activité insurrectionnelle est une opération analogue. Il va au plus loin de l'explication de ce qui est explicable, mais c'est pour se confronter aux points qui, dans l'activité politique, sont si fins, si ténus, qu'ils échappent à la compréhension. À toutes les époques, il y a toujours eu toutes les raisons, économiques, sociales, politiques, de se soulever. Mais ce qui fait que de toutes ces raisons, à certaines époques, un soulèvement se produit, nous dépasse. C'est ce moment où le peuple déchire le voile qui couvre le mystère de l'État. Et si ce pur inexplicable, croisé par les acteurs eux-mêmes en des points récurrents de leur action, était l'esprit même de la Révolution. Un vent qui souffle où il veut et qui soudain fait que tout est possible. C'est pourquoi ce qui est révolutionnaire est divin. Et seul ce qui est révolutionnaire est divin. Parce que la révolution ne peut peut-être pas être expliquée. Elle peut seulement être vécue une fois que tout le reste a été expliqué. Elle peut seulement être une fois qu'on a pris conscience que tout le reste était illusoire, tout le reste était vain. Les mémoires de Ré sont un document exceptionnel sur pourquoi il fallait empêcher le règne sinistre et mortifère de Louis XIV d'arriver et les raisons pour lesquelles les protagonistes de l'époque n'ont pas été capables de le faire. Le fait que les conditions n'étaient pas encore réunies pour mettre concrètement fin à la monarchie, le fait que cette insurrection n'ait pas débouché sur une révolution, explique que les mémoires de Ré soient redevenues si actuelles en mai 68. Mais elles devraient l'être encore plus aujourd'hui, après les Gilets jaunes. On aurait besoin de documents semblables aux mémoires de Ré, des récits détaillés de chacun des acteurs, pour expliquer en profondeur les Gilets jaunes et savoir ce qui leur a manqué pour mettre fin à l'oppression présente, pour que le simulacre d'absolutisme que représente la Ve République sauce Macron bute enfin sur un obstacle suffisamment dur pour qu'autre chose puisse arriver, pour que le vent souffle à nouveau, le vent de l'esprit divin, carnavalesque et sans roi de la Révolution. Même si tous ces protagonistes furent limités par la perspective que leur offraient leurs conditions sociales, et même si Ré lui-même, malgré son grand esprit, a fait beaucoup d'erreurs, ils ont senti monter cette menace suprême, celle que la créature du cardinal Frankenstein, le monstre Dieudonné, une fois mûr, incarnerait. Le pire roi de l'histoire de France, et de loin, Louis XIV, plombant la vie de toutes et de tous, et réécrivant la réalité au point de réussir à faire disparaître, parce qu'il avait été le premier époux de sa maîtresse préférée, Madame de Maintenon, jusqu'au nom de l'écrivain comique le plus populaire de son temps. Mais comment s'appelle-t-il, bon Dieu? Celui dont les livres s'arrachaient au temps de la Fronde, l'auteur de la Mazarina d'archétype, l'auteur du roman comique, celui que Ré allait visiter plusieurs soirs par semaine dans sa maison du Marais, parce que cul-de-jatte et bossu, il était dans l'incapacité de sortir de chez lui. Scarron, Paul Scarron. Oui, même nous l'avons oublié. Parce que ce qui caractérise l'époque qui arrive, le siècle de Louis XIV, c'est l'amnésie politique, cette hypnose collective qu'on appelle l'histoire de France. Ce Châtelet de magie noire. 2 ans après la mort de Mazarin, le 23 avril 1155, le Parlement se réunit en audience solennelle. Louis XIV, âgé de 17 ans, entre inopinément dans la salle où sont rassemblés les magistrats.
Chacun sait, dit-il, combien vos assemblées ont excité de troubles dans mon État et combien de dangereux effets elles y ont produits. J'ai appris que vous prétendiez encore les continuer sous prétexte de délibérer sur les édits qui naguère ont été lus et publiés en ma présence. Je suis venu tout exprès pour en défendre la continuation. Déclaration qui sera ensuite simplifiée sous la formule « L'État, c'est moi », qu'il l'ait vraiment dit ou non. Le cardinal Frankenstein a gagné contre la Fronde. Qu'il l'ait dit comme ça ou non, sa créature, Louis XIV, va désormais incarner l'État. Et ça va être l'enfer pour tout le monde. Bienvenue dans la pire période de toute l'histoire de ce morceau de planète qu'on ne sait pas pourquoi, mais qu'on continue à appeler la France. Bienvenue en enfer. Bienvenue dans la France de Louis XIV. Welcome to hell, motherfucker! Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Les 7 épisodes diffusés l'année dernière font désormais l'objet d'un livre aux éditions Florent Massot et Blast, L'Empire n'a jamais pris fin, tome 1 de Jules César à Jeanne d'Arc, en vente dans toutes les bonnes librairies. Et si vous n'aimez pas cette histoire de la Fronde contre Frankenstein, faites comme Condé, alors que le peuple est sur le point de déchirer le voile qui couvre le mystère de l'État. Dites que vous ne comprenez rien à la guerre des pavés et des pots de chambre. Il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force, je suis en tête à gauche.